je vais tout de suite passer à notre première conférencière. Marie-Lucie, c'est une mère de famille. Elle est diplômée de l'École nationale d'administration publique du Québec. Elle a 2 masters. Un master en administration publique, concentration, analyse politique des municipales. Femme très... Et un autre master, n'est-ce pas, en droit des affaires. Voilà. Marie-Lucie est une femme très engagée pour la cause des familles vulnérables et les mères monoparentales. C'est ainsi qu'en 2019, elle fonde l'association Soleil Espoir, n'est-ce pas, qui justement défend cette cause-là. Elle est également employée, elle est conseillère en emploi à revenus au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Aujourd'hui, n'est-ce pas, elle va nous entretenir sur le thème l'employabilité en cette période de Covid, de pandémie. Marie-Lucie, bonsoir. Bonsoir, Eric. Ça fait plaisir, n'est-ce pas, de t'avoir sur ce plateau, d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu es une puissante femme de poigne. Maintenant, comme il s'agit de l'employabilité et de la COVID, je voulais tout de suite que tu nous dises un peu, c'est quoi la situation actuelle, n'est-ce pas, en matière de recherche d'emploi pendant cette période de la pandémie? Tout d'abord, Eric, j'aimerais te remercier avec ta maison internationale là, d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à mon organisme et tout, et de m'avoir convié sur ce plateau. C'est avec plaisir que j'ai accepté parce que moi, les causes des femmes, l'engagement des femmes noires en plus, moi, je suis à fond pour ça. Merci. Donc, la question était de savoir, c'était Quoi au la niveau de situation l'employabilité actuelle? par rapport à la pandémie. Oui. Bon, c'est sûr que on vit tous cette histoire de pandémie dans tout le Québec, dans le monde entier, des gens qui perdent leur emploi en masse et certains qui en recherchent, d'autres secteurs qui sont demandeurs, mais qui trouvent pas de main-d'œuvre parce que on est tous dans l'anxiété de la COVID et tout. Tout à fait. Donc, à notre niveau, au niveau de mon emploi, j'avoue que présentement, on est quand même assez débordé parce que beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Ils s'adressent à nous pour qu'on les aide, qu'on les accompagne à en retrouver un autre. Certains se dirigent plus vers la formation parce que je sais pas, en novembre, là, en novembre 2020, le ministère a fait l'annonce d'un programme qui s'appelle le PARAF, qui aide à bonifier des allocations, qui soutient le retour aux études dans les domaines qui sont touchés par la pandémie, les domaines qui sont en demande et alors qu'on n'a pas de main-d'œuvre, qui soutient le Ok. retour aux études pour certains domaines précis. Donc, on a beaucoup de demandes présentement par rapport à ça. On essaie du mieux qu'on peut d'accompagner notre clientèle à retourner sur le marché du travail. Donc, c'est Excellent. un peu ça. Donc, actuellement, c'est beaucoup de demandes en termes de formation pour Rehauss- réintégrer le monde Rehaussement du de, travail. rehaussement de compétences pour changer de domaine. Par exemple, si on va si on prend l'hôtellerie, si on prend la restauration, on sait qu'il y a tous les restaurants ont été fermés, les hôtels, la fréquentation a terriblement chuté et donc les gens se retrouvent comme au chômage technique. Et Oui, puis, pour certaines personnes, c'est peut-être l'occasion pour elles de de faire se une réorienter. réorientation de carrière. Et puis, nous, ces personnes viennent nous voir. Nous, on n'hésite pas à les accompagner pour, euh, pour des formations, pour changer de carrière, surtout quand c'est dans des domaines qui sont en déficit de main-d'œuvre, Ouais. notamment dans le domaine de la santé, la construction, l'éducation à la petite enfance. Il y a plein de domaines où la demande est énorme, mais OK. on manque de main-d'œuvre. Donc, on encourage les gens qui ont perdu leur emploi parce que par manque de travail, qui veulent se réorienter, on les encourage à aller de l'avant avec ces Merci programmes. beaucoup. Merci, Marie-Lucie. Donc, si j'entends bien, le ministère quand même a prévu, n'est-ce pas, cette Oui, formation, les multiples formations pour beaucoup permettre aux de personnes qui ont, subventions. voilà, aux personnes qui ont perdu leur emploi, n'est-ce pas, de pouvoir se former et se réorienter. Exact. C'est ça. Parfait. Donc, nous sommes toujours ici dans le cadre de l'employabilité et nous sommes dans un événement qui est en train de célébrer la femme. La question Mhm. que je vais te poser aussi, c'est de savoir quels sont les défis qu'éprouvent les femmes en général et surtout les mères monoparentales en particulier dans leur processus de recherche d'emploi en cette période de pandémie. OK. Déjà, la femme en général, ben,
le défi de la femme en général, c'est de pouvoir aller dans certains métiers qui sont comme réputés les métiers pour hommes. Pourtant, qui embauchent, on a besoin de monde là-bas aussi, mais Mhm. qui peut-être instinctivement, les femmes ne pensent pas y aller. Si on prend la construction, on prend d'autres secteurs qui sont vraiment la construction, l'informatique. Il y a des secteurs où on a l'impression que c'est le domaine des hommes et les femmes n'osent pas trop y aller. Donc, on peut se dire qu'avec la pandémie, ces domaines, ces secteurs sont vraiment en recherche de main-d'œuvre. Il faut que les femmes osent, qu'on arrête de penser qu'il y a juste des domaines pour hommes, des domaines pour femmes. Il faut qu'elles osent. Maintenant, le gros défi, c'est vraiment pour la maman monoparentale. En temps normal, déjà, je dirais pas qu'être monoparentale, c'est un handicap, mais pour avoir été monoparentale dans une ancienne vie, à mon arrivée au Québec, je peux dire que c'est un grand défi d'être seule à gérer un enfant ou deux enfants et de pouvoir faire de la recherche d'emploi, même en temps normal. Donc, vous n'imaginez pas en temps de pandémie Là, où, c'est plus compliqué. souvent on ne sait pas si la garderie va ouvrir, ou maintenant avec quand un enfant fait un rhume. Moi, j'ai gardé mes enfants aujourd'hui parce que la deuxième faisait un rhume et puis il faut garder 24 heures. Mhm. C'est sûr que si on est en couple, on est mieux organisé, on s'organise mieux. On sait qui va garder l'enfant, on sait que l'autre peut aller travailler. Donc, la monoparentale est doublement touchée par cette pandémie parce que c'est vraiment pénible. Si l'enfant est malade tous les jours, comment elle fait pour aller travailler? Et d'ailleurs, Radio-Canada a sorti un article. J'ai vu un article dernièrement sur le site de Radio-Canada, a publié un article justement sur l'impact de la pandémie sur les mamans monoparentales. Il est énorme. L'impact financier, on perd beaucoup d'argent. C'est sûr que le gouvernement a mis en place le gouvernement fédéral a mis en place euh, le Des fonds mesures. qui s'est substitué à la PCU. C'est, Oui. mettons, si Relance on est malade, voilà, c'est ça, relance économique, merci. Si on peut pas, si on est malade ou si on est obligé de garder l'enfant par rapport à une histoire de COVID, on a, euh, on a des prestations qu'on peut recevoir, mais tu conviens avec moi que ça peut être lourd parce que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses la demande, le temps que ta demande soit traitée, que tu sois payé. Oui. La maman monoparentale, elle est doublement amputée, moi, je pense, avec la pandémie. En temps normal, déjà, elle a de la difficulté dans la recherche d'emploi. Elle peut pas chercher n'importe quel emploi. On est au Canada, au Québec, où on connaît des postes avec des quarts de travail. Si on Oui. prend une maman qui veut être infirmière ou infirmière auxiliaire qui veut travailler dans l'hôtellerie. Moi, j'ai des amis comme ça qui sont obligés d'abandonner leurs emplois parce qu'elles ont des bébés, des enfants en bas âge, mais elles peuvent pas faire des cas de travail. Il faut travailler soit de nuit, soit de soir. C'est compliqué déjà. Donc, imagine en temps de pandémie alors. Là, c'est plus compliqué encore. C'est ça, parce que à Merci. ce moment, ce n'est plus une histoire de cas de travail, d'être disponible pour travailler. C'est, oh, l'enfant a un rhume, a une toux, on pense à la COVID, il faut garder l'enfant et puis on ne sait Tout pas à qui va fait. le garder, alors que quand on est en couple, on peut mieux s'organiser. C'est Merci ça. beaucoup, Marie-Lucie, pour cet éclaircissement. Et je vais tout de suite aller te demander, donc, quels sont les conseils que tu pourras donner, n'est-ce pas, à ces mères-là pour leur recherche et leur intégration sur le marché de l'emploi? C'est sûr, le premier conseil de ne pas se décourager. Tantôt, je vous ai entendu parler de résilience dans votre Oui. petite pub. La résilience, c'est vraiment une qualité importante, la qualité première qu'une monoparentale doit avoir. Ne pas se décourager, c'est sûr. Cibler les emplois, on est obligé de cibler les emplois qui n'ont pas de quart de travail, où on peut travailler que 2 jours, de 8h30 à 4h30. Oui, il y en a. C'est sûr que c'est l'idéal dans le gouvernement et dans d'autres places, mais c'est de s'armer de courage, ne jamais baisser les bras, continuer à chercher. C'est sûr, il faut qu'on pense d'abord à nos enfants, penser à les sécuriser. Tout à fait. Est-ce qu'on a une place en garderie? Qu'est-ce qui va se passer si on trouve pas de place? Mais comme je disais, le gouvernement met en place vraiment même au niveau du soutien des garderies, on sait qu'avec Revenu Québec, par exemple, même si on n'a pas de place dans des garderies subventionnées, on peut facilement avoir de remboursement
remboursement anticipé de frais de garde, ça motive à, même si ça motive à aller trouver une place dans une garderie non subventionnée qui coûterait 30 $, 40 $ parce on a facilement à ce moment-là la possibilité de voir nos frais de garde payés par le Revenu Québec. C'est ça, de pas se décourager, de continuer à se battre. Pour mon exemple à moi, j'ai débarqué là en 2010, j'arrivais de France avec ma fille et elle avait 6 mois. C'était pénible parce que on est limité dans la recherche d'emploi. On est dans un endroit où on travaille à tout temps, on travaille de nuit, de soir et tout. Et en plus, je devais retourner aux études pendant que je travaillais. C'est beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience. Et puis, on pense à nos enfants, on se dit juste qu'on se bat pour eux et puis on essaye de ne pas baisser les bras. C'est tout ce que merci beaucoup, Marie-Lucie. Merci pour cette intervention. Pour toutes celles qui nous suivent, vous avez compris, il faut pas se décourager, n'est-ce pas? Non. Faire preuve de beaucoup de résilience. Affronter l'obstacle sans se laisser enfoncer par tout ce qu'elle peut nous entreprendre ou bien par tous les défis. Il faut être courageuse, OK? Oui. Maintenant, Marie-Lucie, dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, de cet événement, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Et toujours, je reviens en demandant, par exemple, quels sont les conseils? Parce que dis-toi qu'il ne faut pas se cacher. Le racisme systémique, c'est une réalité. Mais j'aimerais juste savoir quels sont les conseils que tu donnerais aux femmes afrodescendantes, n'est-ce pas, de façon particulière, de comment faire en tant que femme afrodescendante pour se positionner et s'impliquer et s'intégrer dans la société. OK. Tout d'abord, ne pas partir du principe ne pas trop se victimiser, ne pas partir du principe qu'on n'a pas les mêmes chances que les autres. C'est sûr que quand on arrive de l'étranger, déjà si on est immigrant, on arrive d'ailleurs, on a beaucoup de défis à surmonter. Si on est immigrant de minorité visible, doublement encore. Ouais. Donc, mais de ne pas juste rester dans ce postulat-là d'immigrants, minorité visible, se battre. Il y a tellement de ressources. Il y a des ressources mises en place par le gouvernement, par des organismes communautaires que le gouvernement appuie. De ne pas rester dans des petits cercles fermés, aller chercher l'information. L'information, elle est là. Ouais. Et puis, ne pas hésiter à dénoncer des situations de racisme, des situations compromettantes, parce qu'il y a des gens qui savent même pas qu'il y a des endroits où on pourrait aller pour dénoncer ces situations-là. Ne pas hésiter et puis ne pas hésiter de montrer du doigt des choses, de dénoncer des choses. Tout à fait, des choses qui nous arrivent, c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Lucie. Et dans ton intervention, j'ai dit ne pas aller chercher l'information et ne pas hésiter d'oser. Parce que parfois, on se dit, oh, parce qu'on est noir, peut-être ce domaine, c'est pas fait pour moi. C'est archi faux. Marie-Lucie nous le dit, il faut oser. Dans ce pays, on a l'opportunité. Peu importe. Tu veux être avocat, ingénieur, directeur, médecin, il faut oser. Ne pas déjà se victimiser. Parce que si tu vas déjà en disant que oh, je suis noir, mentalement, tu es limité. Il faut oser. Et comme tu l'as dit, si bien dit, il y a des organisations qui sont là, n'est-ce pas? Si tu sens que tu as été victime du racisme systémique, tu peux te rapprocher auprès d'eux, n'est-ce pas, pour faire un signalement. Donc, moi, j'ai retenu que nous, les afrodescendants, on doit oser. On doit aller chercher l'information et on doit foncer. On ne doit pas, parce qu'il faut se dire les vraies vérités. Nous, on se victimise beaucoup. Tu vas voir dans la communauté, tu veux oser, par exemple, je vais être pilote. Oh, c'est pas fait pour toi. Pourquoi? Non, il ne faut pas se victimiser. C'est ça, non, Marie-Lucie? C'est ce que j'ai pu entendre. C'est exactement ça. Et puis, ne pas rester dans des croyances. Nous, dans notre jargon à l'emploi, c'est ça. Quelqu'un qui arrive, qui se dit, oh, cet emploi n'est pas fait pour moi. Oh, je suis pas assez bien pour. Ça, c'est des croyances. On pense que c'est de mauvaises croyances. On pense qu'on n'est pas ci, on n'est pas ça. Et puis, en cherchant l'information, là, il y a souvent aussi, moi, j'en profite pour faire, puisqu'on parle des droits des afro-descendants, des organismes, il y a plein d'organismes aussi qui se battent pour nos droits. Moi, j'habite à Gatineau, par exemple, et puis nous, il y a un organisme qui s'appelle Leaderpol. C'est sûr, je parle pas pour Leaderpol, mais je suis membre de Leaderpol. C'est un organisme qui
essaye de pousser les Noirs en avant, de les élever, d'essayer de chercher, d'aller pousser le leadership des personnes afrodescendantes, leur montrer que tout est possible. Et donc, c'est un organisme qui a Voilà. débuté ici à Gatineau avec sa présidente Olive Kamanyana, et qui est maintenant en train de se répandre dans tout le Québec. Tout le Québec, il y a une antenne à Montréal, à Toronto, un peu partout où moi j'ai ma carte de membre, j'ai été dans le CA, maintenant j'y suis plus. On essaie de pousser les ambitions, les capacités du monde. Il y a des gens qui ne savent, qui aimeraient se présenter aux élections municipales, Excellent. qui aimeraient faire de la politique, qui aimeraient faire ci, Voilà. mais ils savent pas Très, trop très comment intéressant. faire. Et donc, cet Merci. organisme-là les aide, par Les exemple, pousse. à aller travailler leur leadership, aller leur montrer qu'ils peuvent, qu'ils ont le droit de vouloir oser. Et Voilà. Merci donc, il faut beaucoup, pas rester Marie-Lucie. chez nous, il faut Merci. vraiment sortir chercher la bonne information et tout. Excellent. S'il y a des questions pour Marie-Lucie, n'hésitez pas. Marie-Lucie, nous sommes en train de célébrer encore le mois de l'histoire des Noirs. Si je dirais un mot pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs, que diras-tu, ma grande? Comme moi, je vais répéter ce que mon député, le député de ma circonscription, Greg Fergus, a dit l'année dernière. On était, je me rappelle, on était pour le lancement du mois de l'histoire des Noirs à la Maison du Citoyen, c'est la ville de Gatineau, là. Et puis, il disait, et je vais répéter ça, faut pas qu'on, les gloires de Noirs, là, l'histoire des Noirs ne se limite pas juste au mois de février. Donc, le Exactement. combat doit continuer toute l'année. C'est pas juste en février qu'on va organiser plein d'événements. On va faire des événements, des soirées, des événements culturels, des événements politiques. Et puis Tout après, on à n'en fait. parle plus. La lutte, le C'est ça. combat continue. Le combat doit se faire sur 365 jours, pas Oui. juste au mois de février. Et puis, Excellent. on doit dénoncer des situations, on doit s'impliquer davantage, on doit aller chercher l'information où il faut pour s'impliquer davantage. Merci beaucoup, Marie-Lucie. Il y a une question pour toi. Il y a un auditeur qui veut savoir d'où vous tenez votre envie de vous engager, Marie-Lucie. Bon, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que je l'ai dans mon ADN. Tout ce qui est déjà communautaire, social, moi, la notion, par exemple, de donner au suivant, je l'ai entendu ici au Québec, mais moi, je carbure à ça depuis que je suis toute jeune, mais je formulais pas ça de cette façon-là. Donner au suivant, c'est important. Donc, commencer à s'impliquer dans sa société parce que la société fait des choses pour nous aussi. Et donc, je pense que la société, c'est un tout. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Donc, Okay. si à un moment donné, si on s'implique pas, ce principe du donner au suivant va forcément s'arrêter quelque part. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, moi, j'aime bien, en dehors du social et de tout, j'aime l'implication politique en elle-même parce que j'aime mieux faire partir je veux dire que c'est bizarre que qu'on soit sur le banc de touche et que des gens décident pour vous. Moi j'aime contribuer à la prise des décisions, vous voyez. Et puis, bref, pour résumer tout, c'est dans mon Je ne te ADN, je coupe suis pas, comme ça. Marie-Lucie. Il y a Oui, Elvige qui dit aussi qu'il faut pousser les Noirs à aller chercher l'information pour l'éducation financière. exact. Oui, ça aussi. Il n'y a pas que. C'est sûr que si. Oui, c'est politique, c'est financier, c'est toutes les sphères de la société, c'est sûr. Mhm. Il faut le faire. Il y a des gens qui le font déjà. On a plein de représentants de nos communautés qui sont à fond dans tout ce qui est comment les structures financières là, qui sont des conseillers financiers, qui organisent souvent des présentations parce que souvent quand on arrive, nos compatriotes arrivent ici, on n'a pas la même notion du crédit. Par exemple, il n'y a pas la même notion du crédit au Canada, en Amérique du Nord qu'en Europe, par exemple. En Europe, c'est plus Tout à fait. fermé. L'accès au Oui, crédit est vraiment limité. Pire oui. encore, en Afrique, c'est triplement limité. Donc, quand on débarque ici au Canada, en Amérique du Nord, et qu'on se rend compte que l'accès au crédit est tellement facile, c'est facile aussi pour nous de nous retrouver dans des engrenages de dettes, de plein de cartes de crédit et tout. Donc, c'est Wow. important, oui. C'est vraiment important, l'éducation financière. Le gouvernement fait souvent ça avec les séances d'accueil.
le gouvernement Merci. du Québec, mais Oui, mais mais il y a plein d'organismes, il y a plein de groupes, il y a plein de nos compatriotes tout à fait, qui tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Lucie. Merci à la t'en prie, Twin. la Merci à la Mali. Twin qui est aussi une brave femme de pointe du côté de l'Europe là-bas. Big up à toi, ma fille. Marie-Lucie, je sais que tu es aussi fondatrice de l'organisation Soleil Espoir. Un mot pour ton Mhm. organisation. Oui, Soleil Espoir, c'est une très jeune OBNL que j'ai créée avec Pauline, une amie à Gatineau, Pauline Manga, pour venir en aide aux mamans monoparentales qui vivent dans la précarité. C'est pas tant juste de l'aide financière et tout, c'est aussi du répit. Tantôt on disait que c'est pas évident. Monoparental, là, tu es papa, tu es maman, tu gères tout. Tout à fait, tout De à fait. temps en temps, elles ont besoin de s'arrêter, de souffler. Et donc, nous, on a fondé ça pour venir en aide à ces mamans, organiser plein d'événements. L'année dernière, on a organisé plein d'événements pour déjà qu'elles puissent se reposer, qu'elles puissent souffler, se changer des idées. Et à travers tout ce qu'on collectait comme fonds, on essaie de leur reverser ça ici. Et tout cette année, on a 3 nouvelles recrues. Et puis, on va de l'avant avec cet organisme et tout. Et Merci beaucoup, c'est à Marie-Lucie. Gatineau, c'est le siège à Gatineau, c'est dans la région de la capitale nationale, Gatineau, Ottawa. Et puis, Excellent. on espère aller loin avec cet organisme-là. Non, vous allez aller loin. La cause est louable, Marie-Lucie. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Marie-Lucie, vraiment C'est moi qui te d'avoir remercie. accepté.